et bienvenue sur Aki Télé pour ce 11e Salon du Livre et de la BD de Sadirac. Alors cette année, évidemment, version un petit peu différente, une innovation, il a fallu trouver des idées, des solutions. Donc les rencontres et les découvertes littéraires se font en ligne et depuis chez vous. Les auteurs, les éditeurs, les libraires vont vous présenter leur actualité en vidéo. Et aujourd'hui, pour l'ouverture du salon, nous nous retrouvons donc pour une émission spéciale avec de nombreux invités, donc Monsieur Patrick Gomez qui est le maire de Sadirac, que nous sommes ravis d'avoir avec nous. Nous allons parler lecture, écriture, de sujets qui vous passionnent, confortablement installés chez vous. Prenez un thé, quelques gâteaux, je vous embarque pour une aventure 2.0. Et je vais me tourner tout de suite. Alors en fait, on va faire un petit balayage avant de s'intéresser véritablement un joli balayage, hein. On s'intéressait véritablement à chacun d'entre eux. Je vais faire un petit résumé de nos invités, alors qui sont 3 pour ce qui concerne les auteurs aujourd'hui, et nous avons en plus évidemment Monsieur le maire qui est là. Donc nous aurons en discussion à bâton rompu pendant cette émission Christophe Gamero, alors qui a un parcours très atypique. Christophe, c'est le moins que l'on puisse dire, qui est auteur aujourd'hui, mais qui a été plein de choses. Il a été journaliste, il a fait de la télé, il a fait de la radio, il a été animateur, il est devenu prof aussi, professeur pour que ce soit plus élégant, et aujourd'hui il écrit en plus, voilà, tout ça cumulé. En plus il a la passion du foot, enfin bon, c'est terrible, on ne l'arrête pas. Il a écrit 3 livres pour l'instant. On en reparlera tout à l'heure, mais bon, entre autres, voilà, on est entré dans l'Euro, Passion et rencontres girondines, et Faites l'humour, pas la guerre, qui se situe pendant la période du Covid. Voilà pour notre ami Christophe. Juste à côté de Christophe, il y a Myrlène Sarrazin. Alors vous remarquerez après avec l'image qu'on a fait un code couleur un petit peu spécifique aujourd'hui. On s'est dit allons-y, mettons de la couleur dans tout ça. Donc Myrlène Sarrazin, elle est auteure au féminin. On parlera d'ailleurs à un moment donné de la féminisation des mots dans l'écrit. Elle est née dans le Médoc. Elle a depuis toujours le goût de l'écriture, de la lecture, de la musique, du chant. En fait, elle a la fibre artistique, au cas où vous ne l'auriez pas saisi. Elle a eu malheureusement une très forte douleur, un très fort chagrin à 15 ans. D'où depuis une écriture autour de la vie, de la mort, enfin de sujets assez graves et ma foi très sérieux pour une toute jeune fille de 15 ans. Un chemin de vie assez difficile, on aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, ou pas trop évidemment. Une douleur qui est assez présente et donc finalement elle a trouvé la résilience dans l'écrit. Donc ce sera aussi de tous ces sujets-là que nous allons parler tout à l'heure avec Mylène. Nous avons également Jacques Gaille, donc je viens d'avoir la confirmation que l'on prononce bien Jacques Gaille, effectivement. Alors il a une appellation qui m'a fait sourire. Il se dit écrivain de l'histoire locale, du terroir, du vin et de la palombe. Au moins c'est clair, c'est net, c'est cadré. Il est né dans l'Entre-deux-Mers, il vient d'une famille de vignerons. Il a eu tout d'abord une formation scientifique, d'œnologie aussi. Il a travaillé absolument rien à voir dans la répression des fraudes, bah oui. Et aujourd'hui, il est retraité et il se consacre plus particulièrement à l'écriture. Alors cette passion de l'écrit, elle lui vient de toujours, voilà, de son enfance, notamment de son papa. Donc on comprendra peut-être un petit peu mieux pourquoi tout à l'heure. Et Jacques écrit en fait à propos de ses passions. Il ne fait pas de roman véritablement, mais il écrit autour de ses passion. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de nos 3 invités auteurs et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui effectivement Patrick Gomez, vers lequel je vais me tourner, qui est le maire de Sadirac depuis 1 an, je crois, monsieur le maire. Tout à fait, depuis les dernières élections. Depuis les dernières élections. C'est-à-dire le 15 mars. Donc vous êtes arrivé dans la super bonne période en gros. Hein. Nous sommes arrivés, oui évidemment, avec mon équipe et moi-même, dans une très très bonne période qui continue au bout d'1 an quand même, puisqu'on vient de fêter notre première année Covid. C'est à cause de vous alors, non Merci. Voilà, donc nous nous adaptons, nous sommes présents et voilà, on espère que cette période sera derrière nous. Pour l'instant, on a encore pas mal de choses à faire, en particulier pour la vaccination. Alors d'ailleurs, à ce propos, c'est pour cela évidemment qu'on est ensemble aujourd'hui dans cet espace-là, dans la bibliothèque d'ailleurs de Sadirac, il faut le dire tout de suite. Et comme en plus vous êtes présents, on a pris toutes les mesures nécessaires. Donc là, on n'est pas masqué, certes, mais nous avons la distance de sécurité. Et en dehors du plateau, on remet les masques. C'est comme ça. Tout à fait.
Et je vous laisse peut-être, je ne sais pas, nous parler de Sadirac, du Salon du Livre, des sujets que vous avez envie de traiter. Sadirac, je vais vous parler de Sadirac parce que je suis quand même maire de Sadirac, mais ce sont les Sadiracais qui m'ont élu. Donc, je vais vous parler d'une commune qui se situe dans l'entre-deux-mers, qui est baignée par le vent, qui est baignée par le soleil et nos vignes, ainsi que nos bois, nos territoires, et surtout des gens d'ici, des gens de peu. Des gens qui sont là tous les jours et qui permettent à notre commune de pouvoir s'éclore, s'éclater, malgré la difficulté que nous vivons ensemble. Ils sont toujours présents. On est avec eux, et surtout dans cette commune où il fait bon vivre, avec une piste cyclable qui nous traverse depuis le bord de Garonne, qui sont magnifiques, et qui vont se promener sur nos terres de Guyane, en traversant toutes nos campagnes, tous nos lieux dits. Si je peux me permettre de vous interrompre, en fait vous êtes venu en tant que maire, mais vous auriez presque pu venir en tant qu'auteur. Vous êtes poète? Non, je ne suis pas poète. Je suis poète de ma ville, de ma région et surtout de ma commune. Il y a tant à dire. Avec son passé potier, qui est encore, où nous avons tous les ans une fête de la poterie qui est connue, parcourue au-delà de la région aquitaine donc, et étrangère. Cette passion de ma commune, si vous voulez, lorsque il y a 40 ans, lorsque je me suis promené avec mon épouse, on n'était pas mariés, on s'est dit, c'est là où nous allons nous installer. Ah, c'est joli, voilà. Ça. Et à l'époque, il y avait un garde champêtre qui s'appelait Eugène Darmian, et qui était là sur le côté, et là, à l'endroit, juste ici en bas, là, on habite là, il y avait des vaches, il était en train de nettoyer, et puis on s'est rapproché de lui, et puis on a dit, écoutez, on s'est présenté, il nous a dit, je vais vous montrer quelque chose. Il nous a montré un terrain. Il lui dit, regardez, celui-là, et c'est celui-là. Tout simplement. Voilà, on a rencontré le propriétaire, on l'a acheté de suite. C'est une belle histoire. Voilà. Ouais. Donc, et vous êtes toujours là, vous n'êtes pas bougé. On est toujours là, nos enfants sont nés là, mes petits-enfants sont nés ici, vont à l'école de leurs parents. Oh. À la même école. Pas les mêmes profs. Pas les mêmes profs, non, mais certains profs habitent encore ici dans la région, autour de nous. Et surtout, à l'angle de la poterie, il y a une mosaïque où c'était mon fils quand il était en CE2. Elle est posée là. Oh. Et son fils, mon petit-fils, Victor, est en petite section, il le sait que c'est son père. Vous voyez, tout ça, c'est une histoire banale, mais c'est une histoire de personnes qui aiment la commune et qui, tous les jours, le démontrent au niveau des associations, au niveau du sport, cette collectivité. Et puis, ce sont des gens aussi qui souffrent aussi. On n'entend pas, parce qu'on parle beaucoup des communes, des grosses communes, avec des difficultés dues à cette pandémie. Mais nous aussi, nous souffrons, parce qu'on est privés, comme tout le monde, de notre... pour le bien commun, en attendant que l'immunité vaccinale se fasse et qu'on puisse sortir de là. Voilà, c'est un peu aussi une alerte en disant nous dans nos communes nous sommes éloignés, on nous montre du doigt lorsque nous avons besoin de nous, mais on tient bon. On tient bon, mais tous ensemble, on tient bon. C'est ça, voilà, travail d'équipe, solidarité. Exactement. Et ça peut fonctionner. Exactement. Et donc vous êtes arrivé donc il y a un an, donc le salon du livre l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce salon-là? C'est-à-dire, je suis élu depuis plus de 20 ans à peu près, où je suis passé par plusieurs étapes, mais l'étape la plus royale pour moi et la plus belle a été l'étape du conseiller municipal, la base, où on se rapproche, où on est confronté aux difficultés administratives de la vie politique, avec un grand P, bien évidemment. C'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que on est au contact sans arrêt de la population, avec tout ce que ça comporte comme problématique, mais aussi des joies. Des pleurs aussi, parce qu'on les accompagne aussi à la dernière demeure, parce qu'on est présent dans les familles, avec eux surtout, mais en particulier, voilà, l'intérêt général. Voilà, c'est pas plus compliqué, on va pas faire une dissertation là-dessus, c'est l'intérêt général. Où on y va, ou on n'y va pas. Et en fait, une petite commune, c'est comme une grande famille, puisque c'est vrai qu'on se connaît quand même dans l'ensemble. Ah, c'est pire.
Ah, c'est pire. Ah, c'est pire, c'est pire. Dans une grande famille, il y a des divergences internes ou politiques, tandis que là, on est quand même confronté à la vie politique, où il y a des personnes qui ne pensent pas comme vous et qui sont méchants avec vous, et que voilà, c'est la vie réelle. Hein, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas des bénis-oui, on n'est pas. Non, on a la confiance lorsqu'on se présente devant les électeurs et les électrices. C'est surtout un honneur. Un honneur parce que on est porteur de projet, on est porteur d'une équipe qu'on met dans le rôle du maire, de la personne qui va diriger cette équipe, et de les mettre en évidence et pas en difficulté. Et là, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et puis surtout, on est animé par l'intérêt général, et surtout animé par l'intérêt et l'amour qu'on porte à sa commune. Ce qui, avec tout ça, une fois tous ces ingrédients, on les met dans une belle gamelle, et puis on construit. On construit quelque chose, non pas pour avoir une place posthume, simplement, c'est pas ça, simplement pour avoir et apporter quelque chose, mais encore une fois de plus, dans une équipe. Un maire qui n'a pas un commandant qui n'a pas ses soldats autour ne peut rien faire. Il ne fera jamais rien. Ce sont ses troupes qui vont faire avec lui. Et d'ailleurs, c'est le cas pour le salon. En même temps, je suis en train de regarder, vous aviez des notes. Je ne sais pas à quoi elles vous servent, parce que finalement, bon, les choses vont naturellement, ça coule. Si vous voulez, les notes me servent parce qu'on a une équipe quand même, parce que en dehors de tout ça, en dehors de cette bibliothèque qui est quand même quelque chose d'indispensable, la culture doit prendre possession. Essentiel, non essentiel. Oui, tout à fait. Mais particulier avec toutes les personnes, les auteurs, les libraires, tout ce monde-là a vraiment une mission importante de la culture. Mais surtout, dans l'administration que je dirige, on a des services qui n'existaient pas auparavant, qu'on a améliorés ou qu'on a amenés. Et la communication prend une part importante. Dans cette communication, il y a des personnes qui ont été recrutées, donc Madame Éléonore Desprez qui est derrière, qui elle est une grande communicante, c'est son métier, et en plus de ça, elle va nous aider, elle va m'aider à chaque étape de la vie communale, quelle qu'elle soit, d'apporter de l'expertise, d'apporter de la connaissance que je n'ai pas. Donc elle va me diriger, ainsi bien que Madame Sandrine Barrois, qui est directrice générale des services. Donc son but, c'est de diriger un peu l'interface politique administrative. Donc des notes me sont préparées à chaque fois. Je les apprends. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant. Bon, elle me connaît, elle sait très bien comment je suis. Je suis assez court. J'apprécie pas trop ce genre d'exercice parce que c'est un peu compliqué. Je suis plutôt à l'aise sur un vélo ou à rencontrer au bistrot quand ils seront ouverts des amis, ou quand ils viennent dans mon bureau où on déjeune ensemble le jeudi. On fait l'alternative. Hein. Bon, voilà, donc voilà. Bien, mais en même temps, pour le coup, j'ai trouvé ça fort intéressant. Vous voyez, comme quoi vous ne vous pensez pas forcément un homme de l'écrit et du parler, mais c'est le cas pourtant. Non, parce que nous sommes à l'origine dans l'équipe où j'étais autrefois, nous sommes à l'origine de ce salon du livre. C'était en 2010. C'était sous la mandature de Jacques Verdier, qui repose juste en face. Jacques, juste en face, il est. Et donc nous avons avec Jean-Claude Lesourdi qui est son voisin. Imaginez un salon du livre qui n'existait pas. Jean-Claude Lesourdi, qui lui aussi a écrit 2 ouvrages. Jacques aussi, sur sa vie, sa passion de la terre, sa passion de son métier. Donc, si vous voulez, ça a été quelque chose d'assez innovant. Et après, au fur et à mesure des années, des auteurs, des libraires, tout ce monde-là, de la culture, sont venus se greffer pour un grand bonheur, parce qu'on parle de Sadirac, ça me va. Quand on parle de Sadirac en mal,
à moi de démontrer qu'on se trompe. Quand on parle en bien, je suis heureux. Et quand on n'en parle pas du tout, ça va pas. Donc voilà, je préfère qu'on en parle. Donc là, on va en parler. Alors, cette idée de le faire en version numérique, de toute façon, il a bien fallu cette année trouver des solutions pour ne pas tout lâcher. Parce que l'idée, c'était quand même l'année dernière, je crois que tout le monde a été un peu pris de court. On a fait comme on a pu. Bon, là, il y a un peu de recul, quelques mois. Donc, l'idée, c'était de dire, bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Bien sûr, je pense que c'était quand même assez indispensable. On vit des instants qui sont vraiment particuliers et difficiles concernant la convivialité, le rapprochement. Donc, il y a quand même la culture est un palliatif, si je peux employer ce terme-là, à la vie et surtout à la reconstruction sociale donc nous allons être les leaders, nous les maires et nos équipes, parce que il va falloir reconstruire tout ça. Une année, c'est long. On n'en est pas fini. C'est encore là. C'est quand même très présent. Et cette culture-là a eu une absence un peu trop longue à mon goût. Et vraiment, on a pris des mesures sanitaires, politiques. Mais je pense que derrière, nos décideurs, je les envie pas, parce que ce sont des décisions très importantes, très graves pour une nation, pour un pays comme le nôtre, développé comme le nôtre. Cette coupure de cette culture, de l'art et de tout ce rapprochement que ça induit par rapport à ça, laisse des traces. Et Florence Fournier, qui est en charge de la culture, avec Christophe Moiroux, et ses équipes, ses commissions, on s'est dit il faut que vraiment on puisse sortir de cette impasse-là et qu'on puisse mettre quelque chose en direction de tous nos lecteurs, de toutes ces personnes qui viennent fréquenter le salon du livre, où il y a quand même 600 personnes qui viennent à la journée, en tout, du matin jusqu'au soir, avec un repas le midi, où c'est un moment très convivial, ce que j'apprécie très très bien, au contact des uns et des autres. Et là, c'est eux qui ont monté qui ont mené ce projet à bien et j'ai suivi étape par étape, et vraiment je les en remercie, parce que on est encore une fois de plus, on essaie d'avoir le maximum de recul par rapport à ça, pour pas qu'il y ait une grande pénalisation, et pour qu'il y ait une reconstruction sociale et sportive, économique. Il va falloir faire des priorités. La culture est une priorité. Oui, exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, bon voilà, aujourd'hui c'est l'émission qui va quelque part démarrer ce salon, et on peut retrouver toutes les vidéos. Bon, je le redirai de toute façon, mais on pourra retrouver toutes les vidéos sur le site de la mairie. Oui. Tout à fait. Je peux vous demander de le donner ou pas forcément là? Je ne le maîtrise pas, mais on va vous le donner. Ils sont en train de rigoler derrière, parce qu'ils savent que... Sous le masque. Sous le masque, oui, tout à fait. On vous donnera tout. Non, ne vous inquiétez pas, ce sera incrusté de toute façon dans l'image. Là, c'était le petit piège, pas cool de ma part. Sinon, on retrouve ça également sur YouTube, bien sûr. Et puis, on les verra bien évidemment sur la chaîne Aki Télé. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une petite chose encore, vous, peut-être à rajouter à propos du salon, de ce qui va se passer aujourd'hui, de la venue alors certains auteurs, bon, je le dis à l'avance, comme ça en même temps ce sera fait, certains auteurs ou éditeurs n'ont pu être là pour des raisons diverses et variées, donc on aura des petites vidéos aussi, voilà, donc il va y avoir des gens j'ai horreur de ce terme, en présentiel, mais bon, je vais le dire, donc il y a des gens qui sont là et des gens qui seront là par le biais de l'image aussi, donc on aura quand même pas mal d'invités finalement. Je voudrais vous remercier toutes et tous de vouloir participer, d'être venus d'abord nous rencontrer à Sadirac, c'est un point fort. Hein. Et puis surtout à vous, la chaîne Aki Télé, qui quand même, c'est nouveau. Hein, je vois que c'est très professionnel. Enfin, je ne suis pas un adepte des grands plateaux. Oh, c'est une impression. Loin de là, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra bien retenir,
pour toucher le maximum de lecteurs, de tout ce monde de la culture, tout ce monde des libraires, les petits et les grands, les adeptes de la BD, des livres jeunesse, ou ici dans cette bibliothèque qui est à côté, à 2 pas de la poterie, où le monde de la culture se rejoignent bien, où il y a une entité très très forte de cette culture sadiracaise, à travers l'art de la poterie en particulier, mais surtout je crois que le numérique prend le pas. Ça me fait un peu peur. Mais on sera pas en dehors des clous en fin de compte. Nous y prendrons notre part parce qu'il me semble que la communication, cette communication doit être indispensable. En fait, vous avez réagi de manière à la fois rapide et de manière très moderne. Oui. Voilà, une petite commune fait aussi finalement de l'image, du numérique. Oui. Après, on verra. On espère surtout que les choses vont reprendre leur cours, mais ça peut être surtout un bon complément. C'est peut-être une façon de voir les choses pour après un peu différente. Un petit accompagnement. Voilà. Et puis un petit mot pour vous reprendre, je vais vous tacler un petit peu. Comme petite commune, non. Pardon. Ça n'existe pas. Ce sont des communes. Poum. Voilà, ce sont des communes. Désolée. Je vous en prie. Donc, dans tous les cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, on va en parler et on a un rendez-vous avec madame. Oui, je crois qu'on va vous libérer d'ailleurs. Voilà. Hein. Malheureusement, on ne va pas vous garder avec nous sur la durée puisque vous avez aussi des occupations de maire. Oui, justement. Nos journées sont bien... à Sadirac. Ouais, nos journées sont bien remplies. Donc, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de votre présence. Alors, j'ai quand même un petit doute parce que là, normalement, je ne sais pas si on passe sur une vidéo. Normalement, c'est vidéo. Eh bien, nous allons passer une vidéo tout de suite, justement, ce que je vous signalais tout à l'heure, où nous avons quelques auteurs, quelques personnes qui n'ont pu être présentes. Donc, nous allons les voir par le biais de l'image. Et c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Jaren Turner et je suis ici pour vous parler de Eden, mon premier roman publié aux éditions Sidney Laurent. Si je devais décrire simplement Eden, je dirais que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Les adolescents, comme les adultes ou encore les lecteurs seniors, trouveront du plaisir à lire ce livre qui suit un homme en quête de réponses. Si vous aimez les romans de fantasy, avec des batailles épiques et des scènes d'action à vivre comme si vous étiez au cinéma, vous en trouverez dans ces pages. Surtout au chapitre 25, la chute du trône. Si les retournements de situation et les surprises vous font frémir, vous aurez la chair de poule en lisant ces lignes. Trahison, dénouement inattendu, vous avez le choix. Vous adorez les histoires d'amour? Ça tombe bien, moi aussi. Et dedans, vous avez la plus belle de toutes, celle d'un homme prêt à braver la mort pour retrouver la femme qu'il aime. Et enfin, si vous êtes attiré par la lecture ésotérique, vous trouverez dans ce livre quelques subtils détails qui, j'en suis persuadé, résonneront chez certains d'entre vous. Ça peut être la quête du héros, ou encore le chapitre 19, Existence passée. Je vous laisse désormais avec de belles images et une voix off pour vous lire le résumé du livre et je vous retrouve juste après. Eden est un monde fantastique, peuplé de créatures surprenantes et doté d'une nature luxuriante. C'est aussi le royaume des morts, l'endroit où les humains se retrouvent une fois que la vie quitte leurs enveloppes charnelles. Selim est un homme fraîchement naufragé sur cette contrée mystérieuse. Après y avoir fait ses premiers pas, il va rencontrer William, un autre voyageur de la terre des défunts. Il va lui révéler qu'un moyen de ressusciter existe et qu'il n'est pas trop tard pour débuter cette quête que peu ont réussi. Il va alors se lancer à la recherche de son esprit, son corps et son âme, en compagnie de son nouveau partenaire. Cette aventure obligera Selim à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir s'il veut un jour revenir à la vie. Ça vous a donné envie de le lire? J'espère. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver Eden sur le site de la maison d'édition ou alors sur le site d'autres enseignes comme la Fnac, Cultura, Décitre ou Furet du Nord. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire et à découvrir Eden que j'ai eu de plaisir à l'écrire. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. De retour sur le plateau, toujours à l'occasion de ce salon du livre de Sadirac, et je vais cette fois-ci me tourner vers Christophe Gamero. Bon, j'ai fait un tout petit point général et très résumé de la situation tout à l'heure. Donc Christophe, on va se tutoyer parce qu'avec Christophe, on se connaît, il faut le dire quand même depuis fort longtemps. Donc ce sera peut-être plus sympa et plus chaleureux. Donc parle-nous un petit peu de toi, ton parcours. Bon, tu es bordelais, ça commence pas mal. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit monsieur le maire, parce que la commune de Sadirac, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur l'antenne d'Aki-Télé et dans les rencontres de Christophe, nous avons eu la chance de recevoir pendant 35 minutes
celui qui fut à l'origine de la piste Roger-Lapény, qui est saliraquais. Et il s'agit de Jean-Marie Darmian, que tout le monde connaît, c'est un enfant de Salirac. Alors la cruche saliracaise, crois-moi, il nous en a largement parlé il y a 2 semaines. Et donc tout ce que Patrick Gomez vient de signaler aux téléspectateurs, ben moi j'en ai largement entendu parler. Bon, on aura l'occasion de le voir d'ailleurs tout à l'heure, Jean-Marie Darmian. Oui. Donc voilà, parle-nous un petit peu de toi, de ce parcours quand même très atypique, mais il y a quand même un lien dans tout ça. Oui, le parcours atypique, c'est d'abord le gars qui a la passion, c'est pas pour rien que je fais un bouquin que je sors un bouquin. Alors peut-être début, alors je sais pas si vous voyez la caméra d'ailleurs. Bon, à la caméra, voilà. Qui est sorti donc à la fin de l'année 2020, qui s'appelle Passion et rencontres girondines. La passion de beaucoup de choses, du sport. En 2017, je sortais On est entré dans l'Euro, où je fus le seul à Bordeaux à revenir sur les dessous de l'Euro de football 2016. La passion de l'écriture, la passion de l'humour aussi. Faites l'humour, pas la guerre. Ça, c'est sorti pendant le confinement. J'ai déliré sur cette terrible épreuve du confinement que nous avons vécu il y a 1 an. Fallait bien en rire. Le commun, bien sûr, c'est l'humour, c'est l'envie de rencontrer les autres, c'est l'envie de jouer avec les mots, comme nous l'avions dit, tu t'en souviens, dans cette interview que nous avions faite ensemble il y a maintenant près de 3 mois. Je me suis pris au jeu, au point de me dire que je pouvais continuer cette carrière d'auteur, et très prochainement, et ce sera l'été prochain, je vais tout simplement raconter ma vie de prof, mais une vie de prof qui a été très très différente de celle que vous imaginez. Alors je vais intituler ça Prof électron libre, et j'aurai l'occasion de raconter bien pratiquement 25 ans d'anecdotes, de choses assez étonnantes que j'ai pu faire dans un métier qui a priori paraît complètement figé, et que j'ai complètement désacralisé au point d'en faire, je dirais, une nouvelle chose. Je ne suis plus prof, je suis prof, animateur, créateur d'événements, éducateur, coach, et tout ça je vais le raconter prochainement, et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir. On imagine que les élèves ne s'ennuient pas trop. Alors c'est vraiment comme si on avait appuyé sur un bouton, et là il y a encore un nouveau cycle, une nouvelle vie qui démarre, et oui. c'est pas de la boulimie, mais en très peu de temps finalement il y a plusieurs ouvrages qui sont donc en projet. Tu as démarré le dernier, il est déjà commencé. Dernier, il est dans ma tête depuis bien longtemps. Je vais le mettre sur le papier l'été prochain, mais on risque d'avoir un petit peu de boulot, parce que je crois que c'est pas encore signé, mais il est fort possible qu'on soit avec Aquitélé sur le Tour de France qui va passer à Libourne. C'est en projet, c'est en contact, donc il va falloir faire tout ça. Il va quand même falloir songer aussi à se reposer un petit peu, parce que t'imagines que mon année est quand même un peu fatigante, entre les projets multiples et variés, les interviews que je fais avec Aquitélé, le métier de prof, les levées tous les jours à 5h du matin, parce que j'habite à Bordeaux et je vais au lycée de Libourne-Montagne. Il n'y a pas beaucoup de temps pour le repos, et puis un petit peu de temps consacré à ma femme et à mon fils accessoirement, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Ils vont être contents de l'accessoire, je le sens bien. Voilà. Alors on va essayer de faire tout ça, oui, on va essayer de se consacrer à tout ça, on va essayer d'écrire, de parler. Toi tu m'as connu dans une autre vie, je parlais, puisque pendant fort longtemps... Mais en fait l'idée quand même, à la base, c'est parler. Finalement, que ce soit de foot, que ce soit d'animation, que ce soit de plein de sujets différents, c'est parler, alors à l'oral ou à l'écrit, mais on est dans l'idée. Et tu sais, quand on est un enfant, on parle avant d'écrire, et on a tous parlé avant d'écrire, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait, quand j'avais 21 ans, ce que je savais faire le mieux, mais je ne le savais pas encore. Il s'agissait de parler. J'ai appris à parler tout seul. J'ai pas pris de cours de diction, j'ai jamais pris le moindre cours en quoi que ce soit dans ces métiers de communication. J'ai regardé, j'ai observé. Bon, je devais avoir bien sûr un petit don, parce que sinon je n'y serais pas arrivé aussi facilement. Métier de prof, c'est pareil. On m'avait dit, j'ai fait une année de formation dans une école à Toulouse, l'ENFA pour ne point le citer. J'ai fait exactement le contraire de ce qu'on m'a dit, de ce que je devais faire. Je sentais que le métier de prof, ça devait être quelque chose de vivant, d'interactif, de passionnel pour les enfants. J'ai mis ça en pratique, et on m'a laissé le faire. Donc en réalité, je suis un électron libre. Ça va aller tout à fait avec le titre de mon prochain bouquin. Ce sera impeccable. Voilà. Et est-ce que petit, déjà, hormis le verbe, le langage, est-ce que tu avais le goût de la lecture? Est-ce que tu lisais beaucoup, peu, pas? J'avais le goût de la lecture, je l'ai souvent dit, je me le suis reproché, j'ai eu le goût de moi-même, et puis à partir du moment où j'ai rencontré Myrlène Sarrazin qui est à mes côtés, j'ai intitulé son portrait dans mon bouquin
passion et rencontre girondine, le goût des autres. Et c'est vrai que Myrlène, c'est exactement l'opposé de ce que je suis finalement. Et elle aura l'occasion de le dire. Elle a le goût des autres. Elle est quelqu'un qui s'est donné aux autres toute sa vie. Et moi, je me suis peut-être un petit peu mis en avant, un petit peu trop mis sur le devant de la scène pour comprendre finalement, à l'âge venant, l'âge de la sagesse, passé 60 ans. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, qu'il fallait de temps en temps un peu penser aux autres et que ça pouvait vous rendre finalement beaucoup plus heureux. Donc cette réflexion philosophique m'a peut-être amené à une évolution, à peut-être un peu plus de distance sur soi-même, un petit peu plus de rapprochement avec les autres. Et je crois que je n'en suis devenu que meilleur, et ça s'est traduit bien sûr par des mots, par de l'écriture, qui est une forme de sagesse et qui te permet quelque part de laisser passer ton émotion. Jusque-là, mon émotion, je la laissais passer bien sûr à l'oral. Je continue d'être un orateur né et quelqu'un qui bien sûr est capable de rire, de pleurer en cours, de chanter en cours, de faire des choses complètement débiles. C'était une petite question d'ailleurs. Comment, tes élèves doivent être, c'est un prof effectivement atypique qu'ils ont là. Quelle est leur réaction? Est-ce qu'ils adhèrent tous complètement à ce personnage? Bon, en même temps, tu restes quand même un prof. Tu fais le programme. Enfin, en gros, ça reste prof. Toujours. Je m'en exonère bien souvent, tu sais, avec l'actualité. Est-ce qu'ils te prennent au sérieux? Ben, je pense qu'on me prend au sérieux quand je mets des notes. Tu sais, à partir du moment où tu mets des notes et des appréciations, forcément, on est obligé de te prendre au sérieux. Après, ils savent très très bien que je suis un trublion et que je suis capable d'arriver, d'avoir la certitude de faire un cours 5 minutes avant et puis 5 minutes après parce que Donald Trump a raconté une connerie ou parce que Castex nous a sorti une nouvelle galéjade, et ben, quelque part, on va délirer sur Castex ou sur Donald Trump. Ça, c'est tout à fait mon personnage, mais on m'attend là-dessus. Mais moi-même, je n'arrive pas avec une idée préconçue le matin qui consiste à se dire je vais faire ci ou je vais faire ça. J'ai une part d'improvisation qui est quasiment le cas 70% de mon temps, quoi. Et alors, est-ce que cette façon de faire, finalement, donne de bons élèves? Est-ce qu'ils ont de bons résultats? Comment ça se passe? Je n'ai pas la prétention de dire que je forme des bons élèves. Des bonnes notes? Et je crois que je forme des jeunes épanouis, sympathiques et qui détestent un peu moins l'école que ce qu'ils pouvaient la détester. Parce que tu sais, on s'emmerde tellement à l'école en temps normal. Je me suis tellement emmerdé à l'école que je me suis dit que le jour où je deviendrai prof, je ferai exactement le contraire de ce que j'avais vu. Ça, c'était mon credo. Je suis devenu enseignant à 40 ans en ayant été animateur au Club Med, animateur de télé avec Julien Courbet, fait de la radio. Comment voulais-tu que je sois autre chose que ce que je suis devenu? Après, sur l'écriture, c'est pareil. Si tu veux, je ne m'interdis rien. Je n'ai pas un style académique. Je ne fais partie d'aucune école. Je n'ai aucun modèle. Je me laisse aller. Et je suis dans cette interview ce matin à l'image de ce que je suis. Oui, c'est ça. Juste une petite chose encore, qui est importante puisqu'on parle de livres et donc on parle notamment du dernier ouvrage, Passion et rencontres girondines, puisqu'ensuite le temps file et il va falloir passer aux autres invités. On va essayer d'échanger aussi, ce qui sera sympa, échanger entre vous. Juste rapidement, d'où est venue l'idée, qui contacter, pourquoi? Les éditions Sidney Laurent, qui m'ont donné leur chance, ma chance, pardon, ils ont donné leur chance, mais ils m'ont donné la mienne surtout, grâce à Jean-Marie Darmian, que je remercie, parce que c'est lui qui m'a donné effectivement l'idée de contacter les éditions Sidney Laurent, une série de 22 personnages, alors avec une préface d'Alain Rousset, il faut le préciser, la Gironde au cœur, puisqu'on a parlé de la Gironde avec monsieur le maire tout à l'heure, tous les gens qui sont dans ce bouquin sont des Girondins bons nés. Et il y a des grands noms, il y a Sylvie Caz, Madame Vin à Bordeaux, vous avez Somariba, le chanteur de Collectif Métissé, vous avez Anne-Marie Cocula, donc vous voyez, je suis très très éclectique, que Myrlène connaît bien, qui a été vice-présidente du conseil régional, grande historienne. Vous avez des gens très très différents, le docteur Antoine Meignet, qui avait écrit Docteur Maison, qui s'était vendu à 15 000 exemplaires. Bon, il y a des gens très très différents, il y a des parfaits inconnus aussi. Je me suis fait plaisir à les rencontrer, et à raconter leur vie. Et les raconter bien aussi. Sûr, au travers des anecdotes, au travers de ce qu'ils avaient vécu. Et c'est là quelque part que j'ai eu ce goût des autres, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, ça c'est le dernier ouvrage. Alors pendant le confinement, ça c'est une série de réflexions personnelles sur ce que nous avions connu, les files d'attente, les discours à n'en plus finir, le matraquage médiatique avec BFM TV que je ne supportais plus, que je ne supporte toujours plus. Je ne peux pas rentrer à BFM TV. Maintenant, il y a beaucoup mieux, il y a Aki Télé.
Ah, il y a Aki Télé, mais Aki Télé fait pas assez de c'est matraquage. réglé. Voilà. On va faire un matraquage à l'envers, mais en tout cas, surtout pas ce qu'on vient de vivre, ce délire, cette orgie médiatique que nous avons vécu pendant un an, absolument insupportable, qui n'a fait que nous renforcer dans nos peurs et dans notre esprit panique. C'est catastrophique. Moi, je serais à la place du gouvernement, j'interdirais BFM TV et CNews. Voilà, comme ça, pas de problème. Là, je suis pour la censure. Je pense que le message est passé. Oui. Voilà, Donc ça voilà y est. ce que moi j'ai raconté, ce que j'avais vécu, mon confinement à moi, qui a été sans doute un confinement très différent de la plupart des gens, parce que j'ai pris beaucoup de liberté. Hein. Quand on nous dit rester dedans et qu'on nous dit un an après aller dehors, où est la cohérence dans tout ça? Moi je disais il y a un an, la meilleure façon de ne pas choper le Covid, c'est d'être dans la forêt tout seul avec un bouquin et d'être dehors, mais surtout pas de rester dedans, surtout pour sa sérénité mentale. Et tout ce que je disais il y a un an, eh bien le gouvernement est en train de le dire un an après. Voilà, c'est juste un petit tacle et une petite pique envoyée à ceux qui nous gouvernent. Bon, Voilà. écoute, je pense que là aussi le message a dû être passé. Écoute, merci beaucoup pour ce petit moment. De toute façon, on va revenir puisque là, voilà, je fais un petit tour de table, mais on va ensuite échanger. Mais c'est vrai qu'on est quand même un petit peu limité dans le temps. C'est une émission, hein, c'est normal. Donc à tout de suite, dans tous les cas. Et là maintenant, voilà, je ne me tourne pas parce qu'elle est juste en face de moi. Je vais aller vers Myrlène Sarrazin. Alors j'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'ai dit Mylène. Non, c'est bien Myrlène. C'est très original en même temps, Myrlène. Oui, c'est très original. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se prénomme comme moi. Et c'est à la base, c'est un choix de prénom de la part de mon frère et ma sœur, mon grand frère et ma grande sœur. Voilà, donc je suis fière de porter ce prénom. Ah bah certes. Que j'ai donné en second prénom à ma fille Lisa, qui s'appelle donc Lisa Myrlène, pour que ça reste voilà dans la famille. Mais ça va peut-être faire des émules. Ah, peut-être. Qui sait? Non, pour la peine. Donc vous, pour vous représenter, bon, j'ai fait un petit résumé tout à l'heure. Vous êtes auteur de recueils de poésie, donc auteur au féminin. Alors il y a les deux appellations. On dit autrice, on dit auteur. Autrice, c'est pas très joli, je trouve. Auteur avec un e à la fin. Ça non, vous va? c'est très bien. C'est très bien. Et je suis personnellement pas pour la féminisation des mots. On en pas reparlera peut-être tout à l'heure. En tout cas. Non. Voilà. Auteur, c'est parfait. Bon, super. Donc, vous êtes né dans le Médoc. Oui. On reste dans l'idée, effectivement. Je suis originaire du Médoc. Local, originaire du Médoc. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous avez depuis toujours ce goût de l'artistique en général. Oui. Donc, de la lecture, de l'écriture, de la musique, du chant, c'est ça? Vous avez chanté, je crois. Tout à fait. Oui, enfin, à une époque, en disant que j'ai fréquenté le milieu artistique, on va dire, du showbiz, entre guillemets, hein, durant 10 ans. Et petite, je faisais partie d'une chorale. Voilà. Et après, dans le cadre de mes activités et professionnelles et personnelles, en fait, de loisirs, j'ai eu vraiment la chance de partager pendant 10 ans des plateaux voilà, avec des artistes. Et dans ce cadre-là, parfois, oui, je me mettais à chanter, mais à chantonner plutôt. J'étais plutôt en back-office, mais ça a été passionnant. Après, le goût de l'écriture et de la lecture, en fait, j'ai eu une enfance assez solitaire. Donc, en fait, mes meilleurs amis, c'était les livres. Et très, très tôt, j'ai lu beaucoup de bouquins. C'était un monde hein, dans lequel je m'immergeais et en fait, que je me créais au final. Cursus classique. Alors, vous êtes peut-être plus jeune que cela, mais sinon, voilà, style bibliothèque rose, verte. Alors, ça a commencé par bibliothèque rose, bibliothèque verte. Et puis, très vite, sont apparus des poètes. Voilà. Très vite sont apparus Baudelaire. Très vite, c'est quel âge à peu près? Une dizaine d'années. Ah oui, quand même. À 10 ans, oui. C'est rare. Oui. Non, mais j'aime vraiment beaucoup les livres et l'écriture, la lecture, voilà. Et ça me permettait probablement d'échapper à cette solitude que je ressentais hein, par l'absence des parents parce qu'ils travaillaient, un frère et une sœur qui étaient déjà partis. Mais j'aimais ça, j'avais vraiment le goût de la lecture. Donc très vite, je suis partie sur de la lecture de poètes. J'écrivais aussi petite, j'écrivais des petits poèmes à papa et maman. Et puis, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, je continue d'écrire, je continue de découvrir bien sûr la lecture au travers de mes études. Hein, donc, on rentre sur des auteurs un peu plus classiques, en tout cas de l'époque. Et à l'âge de 15 ans, je perds mon meilleur ami, voilà, sous mes yeux. C'est un drame. Qui se noie, voilà, c'est un drame. Et c'est vraiment le point de bascule vers l'écriture, mais qui va, elle, du coup, au final, durer, c'est-à-dire dans le temps. Donc là, je pars vraiment sur de l'écriture plus profonde, on va dire. J'ai 15 ans, à savoir que j'ai déjà commencé depuis l'âge de 11 ans des carnets intimes qui dureront donc jusqu'en 1989. Donc on se situe entre
1982 et 1989, tous les jours, j'écris des carnets intimes. Et en 89, pour différentes raisons, je les ferme, je les scotche et je les mets dans un carton. Donc voilà, donc là, c'est vraiment un point de rupture, une très grande douleur, et qui sera le début de douleurs consécutives après. Donc mon écriture va être très empreinte, bien évidemment, de ce que j'ai indiqué, qui est ce que l'on nomme aujourd'hui la résilience, c'est-à-dire traverser les épreuves, écrire pour rester debout, pour vivre, voilà, et se livrer aussi. Là où certains vont sombrer dans des choses, bon, pas forcément géniales, bah, au moins vous avez su vous aider, vous accompagner et vous soutenir avec ça. Oui, l'écriture. J'ai dit à la personne qui m'a interviewée avant-hier, j'ai dit que si l'écriture n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui, je serais morte. Mais je le dis en pleine conscience, c'est-à-dire que l'écriture m'a maintenue en vie, dans le sens où on peut quand même sombrer un peu, mais probablement pas autant. Voilà. Donc l'écriture, c'est un exécutoire quand même. Et moi, mon écriture à moi, elle est très intimiste. C'est-à-dire que chaque chose que j'écris, c'est une émotion vécue. Ou alors elle est aussi de l'ordre de ce que j'aurais souhaité, de ce que je projetais, donc de l'ordre de l'imaginaire aussi parfois. Et à ce titre et dans ce cadre-là, je me qualifie aujourd'hui, c'est aussi la qualification de mon écriture, d'une vraie résiliente. Et la résilience proprement dite, c'est de faire de ces douleurs ou de ces échecs une véritable force. Et ce qui est important pour moi dans l'écriture, c'est le partage. Martin Gray est une de mes références premières en tant qu'auteur. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le livre de la vie », qui est ma Bible, entre guillemets, parce que je n'aime pas les dogmes, mais qui est ma Bible depuis l'âge de 15 ans, voilà, qui est à côté de moi, sur ma table de nuit, depuis l'âge de 15 ans. Je vais en avoir 53. Donc, je ne l'avais pas demandé. Non, mais je l'ai dit, et voilà, il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez, il a dit dans une interview en 2004, je n'écris pas, je crie. Voilà. Et ce qui est important pour moi, c'est de témoigner. Et je suis vraiment dans cette lignée-là. C'est-à-dire que mon écriture, mes livres sont sortis. C'est un grand bonheur parce que je souhaitais laisser un témoignage à mes enfants, à mes 2 enfants. Et ça a été au-delà de mes espérances. Surtout que le pas n'a pas été facile. J'ai sauté le pas, envoyé à des maisons d'édition, mais j'avais conservé mon écriture durant 30 ans en cachette. Hein. Oui, justement, voilà, c'est là où je voulais en venir. Comment c'est arrivé ça, cette première parution Oui. En 2015, hein, c'est ça, Oui, c'est ça. Entre le défini et l'indéfinitif. Voilà. Alors j'avais autour de moi, et des personnes que j'ai toujours et voilà, que j'affectionne, hein, des personnes qui savaient que j'écrivais. Et on me propose de participer à des goûters poésie sur le bassin d'Arcachon. Bon, là, je me dis, bon, bah, ok, on va y aller. Hein. Donc, j'y vais, j'imprime. Alors là aussi, parce que moi, j'écrivais à la main. Donc, je prends l'initiative de tout taper à l'ordinateur. On est dans le monde du numérique. Faire les choses de manière moderne. De manière moderne. Je prends mes textes et je pars à ce premier goûter de poésie. Et là, je me retrouve quand même dans une certaine émotion parce que ce que je n'avais jamais fait comme exercice, je lis ce que j'ai écrit. Et lire ce qu'on écrit, je vous assure que, me concernant, c'est monté en très très forte émotion. Ah, c'est très intime. C'est très intime. Et en fait, j'étais en train de me dire, tu te dévoiles complètement. Tu te dévoiles complètement. Et à l'issue du premier, on me dit, mais vous n'avez pas de livre qu'on peut vous acheter ou... J'ai dit, ben non, parce que c'était pas l'objectif, voilà. Et je prends conscience que peut-être... ça serait bien de partager au monde, entre guillemets, enfin au monde, voilà, à des futurs lecteurs ou lectrices. Et puis, je suis de nouveau invitée sur 2, 3, 4, 5, et ça fonctionne. Et on me demande, et on met mes textes en chanson, on m'accompagne. Bon, je vis quelque chose de très beau, vraiment super. Et je vois qu'il y a un très bon accueil. Et qu'au final... C'est déjà une jolie reconnaissance. Ouais, c'est déjà une jolie reconnaissance. Et surtout, on me dit, là, je me reconnais, ça me parle. Bon. Donc en 2015, je dis rien à personne et je décide de faire un book, hein, et voilà, et j'envoie donc aux maisons d'édition. Et j'ai les éditions à Maltais qui me répondent favorablement et voilà, qui partent avec moi sur cette très belle aventure. Donc le premier, entre le défini et l'indéfinitif, sort donc en novembre 2015.
Et je tiens à dire que quand j'ai ouvert le carton à la réception de ce livre, il s'agissait des événements du 13 novembre. Hein, donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai arrêté de regarder mon livre et j'ai vu ce que le monde vivait. Je le vivais avec eux, d'autant que j'avais des amis sur Paris. Et donc, il a reçu un très bon accueil. J'ai commencé à faire des salons du livre, de la promotion. J'ai fait beaucoup de salons du livre. Il a été référencé chez Mola. Celui-ci aussi, parce Oui. que je l'avais pour Brûlure. Oui, les deux sont Ah, référencés les deux, chez c'est génial. Mola, voilà. Et en 2017, donc, à l'issue de cette première belle aventure que j'ai poursuivie, puisque j'ai aussi créé une page Facebook de lecteurs qui est très suivie sur les réseaux sociaux, et que sur la région bordelaise, j'ai quand même un réseau très, on va dire, large de lecteurs et de lectrices. J'ai mis 85 textes et donc est sorti Brûlure en septembre 2017, toujours aux éditions Amalté. Donc celui-ci aussi, il est chez Mola. Donc voilà, ce sont des livres. Et j'ai continué. Le premier est un peu noir dans l'écriture parce qu'il est en lien avec notamment les points de rupture que j'ai eus sur des deuils. Le deuxième est un peu plus Plus charnel. Ah, charnel aussi. Un peu plus charnel, avec des moments de bonheur aussi, après avec aussi des moments de difficulté, de douleur, voilà. Tu as mis du rouge et du noir. C'est charnel, ça, comme quoi. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Alors j'ai mis du rouge et du noir plutôt avec l'idée. Voilà, je suis arrivée dans l'idée de Stendhal, hein, voilà, le rouge et le noir, et aussi peut-être Jan Maas. Oui, voilà, ça fait un grand écart. Ça fait un grand écart, mais j'ai quand même à la base plutôt eu la référence de Stendhal. Bon, Voilà. ce qui était pas mal. Donc effectivement, voilà le deuxième livre en 2017. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite rupture puisque je vais me tourner. Alors non, Oui. je crois que nous avons une petite vidéo normalement juste après. Voilà, parce qu'il y a un timing et je sens que Tout à nous fait. sommes en train de déborder et en Oui, même temps oui. c'est passionnant. Il faudrait faire des émissions de 2 heures. Je crois que Ah, ce serait pour la prochaine on va faire intéressant, ça. On va faire 2 heures, ce sera beaucoup mieux. Ouais. Donc merci beaucoup Myrlène, mais on se retrouve de toute façon juste après. Et là on va passer à une vidéo. Donc parmi les auteurs ou les personnalités qui n'ont pu être présentes. Nous avons Joshua Dubernay, qui est dans la poésie, ça tombe bien aussi, et aux éditions Sidney Laurent. Bon, je vous présente pour ce salon du livre le bouquin L'argent de la lune, qui est là, qui est un recueil de poésie illustré de portraits de femmes. Alors, chaque poème aura son portrait. Néanmoins, il n'y a pas de correspondance du poème au portrait. Les portraits sont là, donnent une atmosphère générale au livre. C'est un livre que j'ai voulu prestigieux dans sa forme. C'est-à-dire qu'avant de l'avoir lu, l'objet en lui-même, normalement, est agréable. Voilà, on n'est pas obligé de lire, il y a les images. Bon. Ensuite, pour ce qui est des poèmes, je dis toujours que c'est la juste alchimie entre le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que le fond ne l'emporte pas sur la forme, ni l'inverse. Je m'explique, il y a des poètes qui écrivent quelque chose avec un message, où il y a un sens, et c'est au détriment de la forme. Et à l'inverse, certains sont des jongleurs de mots pour le plaisir des mots, et où le sens n'est pas très important. Alors ici, je prétends avoir mis une juste alchimie, quoi, un juste équilibre entre le fond et la forme. Donc ça va de poèmes d'amour à choses plus violentes. Il est parfois question de drogue. Bon. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas une poésie grandiloquente, ça se chuchote. Et c'est pas non plus... c'est pas comme une discipline. Je passe pas mes journées à essayer d'écrire des poèmes. Je n'écris un poème, j'en fais le moins possible. J'écris un poème seulement quand ça s'avère vraiment impérieux de le faire. Donc c'est un peu mon secret de ma petite recette de cuisine, hein, c'est moins j'en fais, mieux c'est, quoi. Donc voilà, des poèmes
qui sont sous l'influence de 2 couleurs, qui seraient le noir et le bleu. Voilà. Et pour ce qui est des tableaux, j'en parlerai une autre fois, plus tard. C'est à vous de voir si j'ai attisé votre curiosité. Voilà. Donc c'est chez Sidney Laurent. Hein. Alors c'est L'argent de la lune. Petite référence alchimique, un peu jetée comme ça au bluff. Bon. Alors dans le bouquin, il faut pas se laisser avoir. Il y a quand même des poèmes qui sont plus anecdotiques, d'autres qui sont de vrais trésors, et il est possible, c'est comme une espèce de jeu de piste, il est possible de s'y perdre un petit peu et de passer à côté. C'est vraiment un livre où on peut passer à côté. Faut pas hésiter à lire 2 fois, des fois. Hein. Bon, c'est à vous de voir. Mais je vous remercie et bonne journée. Eh bien, ça y est, de retour à nouveau sur le plateau. Et maintenant, je vais me tourner vers ce côté-ci, du côté de Jacques. Alors, Jacques Gaille, qui effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, est un écrivain de l'histoire locale, du terroir, du vin, de la Palombe. Tout un programme, Jacques, bonjour. Alors, je ne suis pas du tout écrivain, ni photographe. J'ai une formation d'énologue. J'ai fait mes études à l'Institut d'énologie de Bordeaux, avec des grands professeurs comme Émile Pénaud, Jean Ribéreau-Gaillon. Et maintenant, ils sont à Villeneuve-d'Ornon, c'est l'Institut des sciences de la vigne et du vin. C'est-à-dire, ils ont groupé tous les chercheurs vignes et vins. Voilà. Et avec les notes de cours d'Émile Pénaud, j'ai formé à la dégustation des vins tous mes copains viticulteurs dans l'Entre-deux-Mers. Ah, pas mal, oui, parce que vous êtes originaire d'Entre-deux-Mers, famille vigneron. Voilà, Entre-deux-Mers, c'est entre Dordogne et Garonne, qui voit la marée tous les jours. Ah. Donc, il faut bien s'arrêter un moment, et Marmande, c'est plus l'Entre-deux-Mers. Non, certes. Voilà, et alors, je peux démarrer là? Mais bien sûr, nous y sommes, alors, là, on est filmé là. J'ai eu la chance de rencontrer, aux dégustations du guide Hachette des vins, qui sont en cours maintenant, c'est un peu compliqué avec les mesures sanitaires, mais on y arrive, de rencontrer... Nous avons au lycée viticole de Libourne-Montagne régulièrement, parce que tu sais que j'y travaille ouais. en tant que prof. De rencontrer Antoine Lebègue. Antoine Lebègue a déjà beaucoup écrit sur le vin, sur la ville de Bordeaux, sur l'Aquitaine. Et on était parti du principe qu'il n'y avait presque rien comme ouvrage sur l'Entre-deux-Mers. Il y a trop de livres sur Bordeaux, sur Saint-Émilion et Arcachon. Faut arrêter. Bordeaux, Et, faut arrêter. quand on va chez Mola, il faut chercher pour trouver quelques livres sur l'Entre-deux-Mers. Alors j'avais dit à Antoine Lebègue de faire le texte, et moi j'ai fait les photos, et je suis parti de la limite Lot-et-Garonne et Gironde jusqu'au bec d'Ambès. J'ai passé 2 ans. J'ai voulu tout photographier au point de vue patrimoine. Et sur la couverture, on a mis une... Vous n'êtes pas photographe, mais il y a de belles photos. Oui, mais maintenant, c'est facile de faire des photos avec le numérique, parce que quand on les rate, on les supprime. Alors, Oui, alors oui, mais on a mis cette photo, on y tenait. C'est le château de Benoge à Arbis, parce que ça représente bien le paysage de l'Entre-deux-Mers. Vous avez des parties boisées, de la vigne, quelques prairies, et tous les 2-3 kilomètres, un château, un moulin à eau, un moulin à vent. Et parce que l'Entre-deux-Mers est très accidenté. Il y a des petits ruisseaux partout, comme la Pimpine ici, et il y a des ruisseaux qu'on ne connaît pas, des réseaux souterrains. Le plus important, si vous voulez le visiter, c'est la grotte Célestine à Rozan. D'accord. Mais il y en a un autre avant, à Frontenac, c'est le Grand Antoine, qui fait 11 km. Et là, vous avez la même chose qu'en Dordogne, quand vous visitez. C'est un mystère, Frontenac. Ouais, c'est... Alors, En même temps, ce qui voilà. est bien, c'est qu'avec Et Jacques, aujourd'hui, Escoussat, on va faire guide touristique. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'habite oui. à Escoussat, une région qui s'appelle la Benoche historique, par le quartier de Bordeaux. On a un grand spéléologue, Jean-François Pernette. Vous avez entendu ce nom? Il a exploré avec son copain Richard Mer, qui est au CNRS à Bordeaux, tout ce qui est concrétion du quartz. Le quartz, c'est le calcaire. Et il est allé en Nouvelle-Guinée, en Papouasie, et là, ils sont en Patagonie, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, là où personne ne va. C'est sa passion, et il fait ça depuis 40 ans. Ses parents arrivaient d'Algérie, ils ont acheté un vignoble à Escoussat, chez moi, et la première expédition qu'il a faite, il avait 8 ou 10 ans, il est descendu dans le puits chez lui,
Et après, il a vu qu'en bas de sa maison, il y avait des trous qu'on appelle dolines en géologie. Et nous, en Gascon, c'est des clottes. Les clottes, il y a même un château La Clotte à Saint-Émilion, c'est un mot bien de chez nous, c'est du Gascon. Vous voyez un peu, ça représente bien l'entre-deux-mer. Alors on a été contents. Alors comment il faut faire quand on veut faire ça? Il faut d'abord aller voir une maison d'édition, un éditeur. Il faut commencer comme ça. Il faut rien apporter, rien proposer. L'éditeur nous a dit, je veux environ 250 ou 300 photos, le texte, tel volume, etc. Voilà. Et ça s'est passé comme ça, mais on s'était fait en main sur un petit livret, pour voir si ça c'est un peu pour, comme on dit, les touristes de passage. Oui, mais c'est pas mal, c'est un bon résumé. Ah, ça, pour les offices de tourisme, ça allait bien. Et après, ils nous ont dit de faire ça. Alors, c'est une maison d'édition, la Geste, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à New York. Et ils font de la Bretagne au Pays Basque, environ. Oui, vous voyez, c'est très jeune, mais ils ne font pas que des livres sur la région. Oui, il y a des romans policiers, des livres pour la jeunesse, etc. Et ils ont commencé en 1992. Ils commencent à se faire reconnaître parce que les éditions au Sud-Ouest faisaient ça il y a quelques années. Vous voyez, des livres très régionaux sur la cuisine, sur visiter une ville comme Saint-Macaire, etc. Alors, dans les bouquins que vous avez écrits, notamment, il y a le dictionnaire Alors, de vous la voyez, Palombe. il y a plusieurs éditeurs. C'est comme ça que l'on fait. Vous allez voir un éditeur. Alors là, pour le dictionnaire de la Palombe, c'est un dictionnaire comme un autre. C'est les mots de la Palombe classés par ordre alphabétique. Mais il peut y avoir tout ça? Et il y a des petites entrées, un peu comme des moteurs de recherche de Internet. Et il y a des photos. Alors, j'ai été repéré... Tu es chasseur toi-même? Comment? Tu es chasseur toi-même de palombes? Alors oui, je le dirais. J'ai une palombière à Escousson chez moi, à moins de 1 kilomètre de ma maison. Je peux y aller à pied. J'ai pu chasser au mois de novembre parce qu'il y avait des mesures 1 heure moins de 1 kilomètre. Ah, c'était juste. Ça fait des histoires entre chasseurs, entre palombailles. Alors là, j'ai été repéré parce que je m'amuse à écrire quelquefois des petits articles dans le journal Sud-Ouest. Là, maintenant, ils sont tout groupés. Si vous prenez l'édition de la Gironde, on sait ce qui se passe à Libourne ou à Bordeaux, mais avant, on avait l'édition du Sud de Gironde. Alors, j'écrivais des petits articles sur la palombe, et c'est Pierre Verdet, un journaliste de Bordeaux, qui m'a repéré comme ça. Et un jour, je lui ai dit, si on faisait un dictionnaire de la palombe, et on a fait 2 tirages de 4000 exemplaires, parce que c'est pas un livre de chasse. Il y a des recettes de cuisine de ma mère pour faire le salmi de palombe, par exemple. Voilà. On n'est pas allé voir Darroze ou un cuisinier connu. Voilà, et ça a bien marché. Mais avant, j'avais fait, ça m'a beaucoup intéressé, une étude sociologique des chasseurs de palombes. Parce que souvent, vous achetez un livre sur le gibier, bon, c'est que le gibier. Mais il y a l'homme, et on devrait le faire aussi pour le vin. Pour le vin, c'est toujours la même chose, on décrit le château, tout ça, les vignes, mais il y a des hommes derrière, on doit le faire plus souvent. Et ça me demandait 5 ans, parce que la Fédération des chasseurs de la Gironde m'avait donné un certain nombre d'adresses. Vous savez, les gens, ils n'aiment pas trop écrire. J'avais 200 adresses, il y en a 50 qui m'ont répondu. Je ne me suis pas découragé, je suis allé chez eux. Et j'étais surpris, on parle de Salon du Livre, tout ça. Il y a encore des gens qui écrivent très très mal une lettre. Je n'ai pas pu la lire tellement c'était mal écrit en français. Si ça peut te rassurer, les jeunes. Il a fallu que j'aille voir la personne pour comprendre ce qu'elle avait écrit. Bon, ça, c'est une aparté, mais c'est important. Ça, il y a encore des... D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas. En parlant d'aparté, Jacques, ça serait peut-être pas mal, justement, pour faire un petit échange entre nous, de parler de l'évolution de la langue. Alors, je sais pas, Myrlène, pardon, à propos de l'évolution de la langue. Alors, est-ce qu'elle s'appauvrit? Est-ce qu'on n'est pas trop mal? Comment ça se passe? Moi, je suis, par définition, quelqu'un qui est très attaché au bon français, à la bonne grammaticale. J'ai fait de la résistance avec mes enfants quand ils m'envoyaient des SMS avec des petites phrases écourtées ou des mots. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je dois avouer que mes 2 enfants, j'en suis très fière, écrivent très bien, sans faute, et je trouve que c'est important. Voilà. Donc l'évolution de la langue, pour moi, oui, je vais vous dire qu'elle s'appauvrit. Je trouve qu'elle s'appauvrit. Après, sur les analogismes, c'est autre chose. On crée des mots, donc ça, c'est autre chose.
Et je trouve dommage. On manque de vocabulaire, tiens. En parlant de vocabulaire. C'est ce que vous pensez un peu tous les trois, là? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les gamins ont 40% de vocabulaire en moins de ce que nous avions. 40%, je vais jusqu'à dire, dans une copie aujourd'hui, je suis bien placé pour en parler puisque je suis prof, c'est une moyenne de 50 à 60 fautes sur une double page. C'est catastrophique. Je crois qu'il faut oser le dire. C'est absolument catastrophique. Tu parles d'appauvrissement. Moi, je parle de grand appauvrissement. C'est dû, on le sait tous, à la présence du numérique qui a les bons côtés, mais qui a des côtés absolument exécrables. La plupart des jeunes ne lisent plus. La lecture les ennuie. Et le problème, c'est qu'on va donner le bac à des jeunes, mais qui ne maîtrisent pas le français. La valeur du bac. De refaire des cours d'orthographe une fois qu'ils arrivent à l'université. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Et vous, Jacques, vous le constatez autour de vous, dans votre, je sais pas, dans votre famille peut-être, les jeunes. C'est vrai qu'on parle toujours des jeunes. On ne peut pas critiquer la jeunesse avec les smartphones, non, mais c'est un moyen de communication, mais. Ensuite, moi j'ai vécu ce qu'ont dit les grands-parents, la période où on est passé de l'occitan au français. C'est long ça aussi. Donc pour écrire en bon français, si vous n'avez pas fait des études dans un lycée, c'est très long. Je prends l'exemple de mon père qui a fait le STO en Allemagne. Il a tout écrit, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il vivait, les bombardements, tout ça. Bien sûr, je l'ai tapé à l'ordinateur, il y a des fautes de français, mais il faut s'attacher au fond, souvent, c'est ça le plus important, le fond. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Après, on peut le corriger. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Une copie de certificat d'études à l'époque de ton papa, c'était bien meilleur qu'aujourd'hui. Oui, je sais. Je sais, moi j'étais à Escoussan, dans une classe, on était 45-50 élèves. Les grands apprenaient à écrire aux petits. Bon, il y avait une ambiance. Maintenant, il y avait l'entraide. Ouais, cette problématique, elle met en exergue de toute façon ce qu'induit le numérique, les usages numériques. Le numérique, c'est très bien pour la communication. Il faut se mettre à la modernité, c'est important. Mais par le numérique, les personnes, les jeunes ou moins jeunes, certains sont amenés à beaucoup moins lire. Il faut quand même le dire. Enfin, le lire. Alors, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, moi j'ai cet avis-là. Alors, lançons le débat. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps, mais non, moi, j'ai cet avis-là par rapport à mon expérience autour de moi et des personnes qui m'entourent. Certaines personnes lisent par le biais du numérique, mais moi, je pense qu'un livre, quand vous l'avez dans les mains, quand vous le sentez, quand vous le tournez, quand il y a quelque chose de l'ordre de la relation à l'objet, à l'objet, et vous pouvez revenir sur la page. Il y a un mot qui vous interpelle, vous pouvez aller le chercher dans un dictionnaire. Je trouve que l'exercice original, c'est-à-dire à la base de ce qu'est la lecture en elle-même, est pour moi plus importante et plus efficiente dans l'acquisition que l'on peut avoir de l'orthographe ou de la découverte de nouveaux mots que dans le numérique. Parce que le numérique, on feuillette, on lit, d'accord, mais pour moi, c'est pas pareil. Alors, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la relation, vraiment, au livre. Et voilà, c'était pour répondre à la question me concernant. Pas tout à fait d'accord. Ouais, c'est intéressant. Pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a les livres, bien sûr, on peut lire des livres, mais on peut lire le journal aussi, le journal papier. Plus personne ne le lit. Qui le lit aujourd'hui? Qui le lit aujourd'hui? Si tu regardes les lecteurs du Sud-Ouest. Alors moi, je suis peut-être dans une vieille tradition. Chez moi, à la campagne, j'ai vu mon grand-père abonné à la Petite Gironde. Après, ça a été Sud-Ouest. Il y a eu toujours le journal. Oui. Et, mais dans une génération de gens qui ont plus de 40 ans. Aujourd'hui, le oui, mais après, on change dans la vie. Pendant le confinement, là, le premier, j'ai relu ce que j'avais lu quand j'étais lycéen. Et on n'a pas les mêmes lectures aussi, on change dans la vie. Tu sais que l'information des jeunes aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Ils ne regardent plus la télé, ils ne lisent plus les journaux, je peux t'en parler en connaissance de cause, c'est exclusivement les réseaux sociaux, et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est la vérité, c'est la contre-culture actuellement. Est-ce qu'ils seront les mêmes avec 30 ans de plus? C'est pas sûr. Ils vont changer. Ce sera encore différent. J'aimerais qu'on aborde un sujet important qui vous concerne tous d'ailleurs. Ce sont les salons du livre. Quel est votre avis, votre relation au salon? Mylène, parce que c'est une femme. Oui, les salons du livre. Moi, je pense qu'on a un sentiment certainement et tout de frustration avec la crise sanitaire, puisqu'on peut pas se déplacer et beaucoup ont été annulés. Moi, pour ma part, les salons du livre, c'est vraiment le lieu de la rencontre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très important. Et que la rencontre, qu'elle soit autant avec les lecteurs et les lectrices que l'on peut avoir, mais aussi entre auteurs.
On a souvent tendance à se retrouver entre auteurs, à savourer ce temps. Et moi, je fais toujours le lien entre la notion du lieu de la rencontre et du partage. Pour moi, c'est essentiel. Et donc, les salons du livre permettent, au-delà de pouvoir nous faire connaître et de vendre ou de présenter nos maisons d'édition, c'est un véritable lieu de partage pour les amoureux de l'écriture et les amoureux de la lecture, au final. Alors, amoureux et amoureuses, je vais rajouter. Oui, bien sûr. Voilà. Terme générique. Et puis, ça permet de mettre aussi en avant, et ça, c'est quand même commercial aussi, mais les maisons d'édition qui nous ont permis et qui ont cru en nous. Et à ce titre, voilà, juste pour le dire, j'ai un troisième ouvrage qui va sortir qui s'appelle « Longtemps je t'ai cherché », donc qui sera sorti fin juin. Et c'est les éditions Pierre-Lucien Bertrand, voilà, de la région du Bug en Périgord, qui m'a fait confiance et qui part avec moi sur cette nouvelle continuité de belle aventure de l'écriture. Et je tiens à le remercier. Et lorsque le livre sera sorti, je ne manquerai pas, voilà, de prendre à tâche. Et ce sera avec grand plaisir. Ouais. Alors, autre avis, bon, sur les salons, on revient au salon avec Jacques. J'ai fait les salons du livre de l'Entre-deux-Mers, mais j'ai fait aussi les maisons de la presse. Et là où ça marche le mieux, c'est Carrefour, Leclerc, où il passe énormément de monde. Après, on peut faire autre chose. J'ai même dédicacé dans une palombière plusieurs fois des livres sur la palombe. J'ai même fait le repas des anciens scousants chez moi. On peut approcher le livre partout où il y a de la convivialité. Là, ça a disparu maintenant, mais ça reviendra, je pense. L'idée, c'est l'échange. Christophe ? Partout, moi, je suis complètement à l'opposé de vous, puisque moi, j'ai écrit des bouquins depuis très peu de temps. Je n'ai jamais fait un salon, c'est quand même incroyable. C'est le premier. C'est le premier que je fais. Moi qui aime tellement la convivialité, tellement les gens, tellement parler, tellement Bien échanger, je n'ai jamais rencontré un seul de mes lecteurs. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. La seule communication que j'ai avec les gens, c'est par le biais des réseaux sociaux. Et je peux vous dire que si c'est pour vous une frustration, essayez d'imaginer ce que c'est pour un homme de 62 ans comme moi, qui adore la communication et qui n'a jamais pu rencontrer les gens. C'est une catastrophe. C'est dommage. Regarde, ouais, tu m'as rencontré. Oui, je suis une petite lectrice. J'ai écrit un livre dans lequel tu étais. Alors, c'est dommage parce que moi, j'ai un petit blog sur la palombe. Ah, super. Alors, en revanche, on va être obligé de passer une petite vidéo. Alors, allez-y. Et alors, il cherchait une palombière, Pierre Arditi, pour tourner des épisodes de Le sang de la vigne. Ah oui. Je leur montre la mienne, à 10 mètres de haut. Alors, les caméras, tout ça, comme vous, techniciens, c'était pas possible. J'en ai trouvé une à Balizac, dans les Landes, et j'ai passé une semaine avec Pierre Arditi, voir comment il tournait. Génial. Et je l'ai dédicacé, le dictionnaire de la palombe. Et après, il a écrit un article dans une revue qui s'appelle Terre de vin. Ah oui, oui, bien sûr. Un article sur son passage dans une palombière. Alors, sa conclusion, c'est « Chez les chasseurs, il y a des cons, mais chez les acteurs aussi. » Il y a des cons partout. C'est du Arditi, ça. C'est une bonne conclusion. J'allais le dire, Angélique. C'est absolument ça. Voilà, et ça permet de rencontrer et en ce moment, j'ai restauré une palombière sur le circuit de Land Art des sources de Caudalie. Alors, tous les ans, je remets de la fougère fraîche et les propriétaires, monsieur et madame Catiard, m'offrent une ou deux bouteilles. C'est pour ça que j'entretiens de bonnes relations. Bon. Tout ça grâce à la palombe. On ferait bien 1 heure de plus, mais bon, voilà, on a quand même un petit timing. On est déjà, je crois, en débordement. Donc, on a une vidéo à passer qui est parmi les personnalités qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Jean-Marie Darmian, on a déjà évoqué ce nom à plusieurs reprises ici, tout à l'heure. Que nous aimons beaucoup. Et que tout le monde aime beaucoup, donc on lui dit un coucou par le biais de la vidéo, à un moment donné, il verra tout ça. Voilà, on t'aime Déclaration d'amour pour Jean-Marie, carrément, qui est vice-président au conseil départemental de la Gironde, notamment. Et donc nous allons le retrouver là, immédiatement. Bonjour à toutes et à tous. Le contact humain est essentiel et je félicite la commune de Sadirac d'avoir voulu maintenir un dialogue avec les auteurs alors que nous sommes tous déçus de ne pas vous rencontrer. Et moi, j'aurais bien aimé vous rencontrer pour vous présenter les 9 vies d'Ezio. Les 9 vies d'Ezio, c'est une sorte de testament, une sorte de transmission que j'effectue sur un sujet qui me tient à cœur et qui tiendra à cœur à beaucoup de gens du Créonais, c'est l'immigration italienne et l'arrivée, après la guerre 14-18 ou même avant, et surtout dans les années 20, d'un certain nombre d'immigrés italiens qui ont construit, bâti, aidé la France à se redresser après la Grande Guerre.
Ezio est un petit garçon qui va se retrouver ballotté par l'histoire du pays qui l'accueille. Il va se retrouver peu à peu comme adulte pris au piège d'un certain nombre de comportements qui vont lui causer beaucoup de tristesse, beaucoup d'ennui, mais surtout, comme tous les immigrés de la Terre, comme tous ceux qui ont un espoir de construction de vie meilleure, Ezio va avoir une volonté de faire. Il va s'en sortir. Ezio, je le connais, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Mais Ezio, c'est à la fois tous les Italiens, tous ceux qui, du maçon à l'agriculteur, au médecin, à l'instituteur peut-être, ont su se construire un avenir sur notre terre. Et Ezio va savoir se sortir de tous les pièges de l'histoire pour finalement passer une vie paisible dans ce petit village de Lignon. Il est venu jamais s'asseoir sur le banc comme l'ont fait d'autres immigrés italiens que je connais bien, la famille Rigaud en particulier, à quelques dizaines de mètres là. Mais tous ont été reconnaissants à la France de les accueillir, mais tous se sont aussi beaucoup investis dans le redressement d'un pays qui était leur pays d'accueil. Et leur pays de cœur était resté quand même pour Ezio à Postua, formidable petit village que vous découvrirez dans le Piémont italien. Alors, allez vite retrouver Ezio. Et puis, bon salon du livre à tout le monde. Eh bien voilà, nous sommes de retour. Alors c'est vrai je suis sûre qu'on est un peu frustrés. Moi la première, hein, je l'avoue, on est un peu frustrés tous les trois parce qu'on aurait bien fait, facilement 1 heure de plus, je pense, à discuter. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, mais bon, tant pis, ça sera pour la prochaine fois, l'année prochaine, vraisemblablement. Donc dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. On espère au moins vous avoir donné ou redonné l'envie de lire. Un grand merci également à la mairie de Sadirac, bien évidemment, son équipe culture particulièrement dynamique. Un grand merci aussi à la bibliothèque de Sadirac où nous sommes actuellement et son accueil chaleureux. Et sachez que toutes ces vidéos, bien sûr, vous allez les retrouver sur le site de la mairie, sur YouTube et bien évidemment sur Akit Télé. À une prochaine fois.